Que Bordeaux soit une ville à l'exceptionnel patrimoine est un lieu commun. Ce qui l'est moins est la façon dont a évolué la définition du patrimoine bordelais depuis 20 ans. D'une politique de simple conservation et exclusive aux monuments, la ville est passée à une politique inclusive de mise en valeur d'un environnement géographique, historique et humain à partir d'un patrimoine commun, la Garonne. Bordeaux doit sa naissance à la Garonne et elle a dû longtemps sa prospérité à son port. Sa richesse passée, jointe au fait qu'elle a toujours été épargnée par les guerres, explique la permanence de tracés urbains remarquables et d'une architecture homogène et harmonieuse. Si le patrimoine bordelais présentait au début des années 90 un visage assez consternant, le projet urbain de 1996 a d'emblée proposé des outils puissants au service d'objectifs ambitieux favorables à la renaissance patrimoniale de la ville. Ce projet urbain posait 3 objectifs. Il proposait de lutter contre l'envahissement de Bordeaux par les voitures en créant un tramway cernant le centre historique et le protégeant par des voies sous contrôle d'accès. Pour permettre sa traversée de la ville, et notamment celle de la place des Quinconces, une révision de la réglementation urbaine dans le centre historique a été nécessaire. Et c'est bien pour respecter le patrimoine historique que le tram circule sans caténaire dans le centre, que la plateforme du tram est pavée de granit, et qu'il n'y a pas de bande de vente de tickets à la station Bourse. C'est également pour mettre en valeur le patrimoine que les grandes voies empruntées par le tram, ou proches de lui, ont été réhabilitées de façade à façade, et que les grandes places ont fait l'objet de concours d'architecture. Le deuxième objectif visait la création d'un nouvel axe de développement nord-sud allant de la gare au lac en passant par les quais. En supprimant plus de 2 fils de circulation sur les quais, en éloignant de plus de 20 mètres les voies circulées des façades, l'aménagement des quais est aussi une mesure de premier ordre dans la protection et la mise en valeur du patrimoine. Mais la mise en valeur la plus spectaculaire a été celle de la Garonne elle-même et de la rive droite. Le troisième objectif du projet urbain de 96 portait sur les patrimoines de Bordeaux avec une philosophie de base simple. Conserver plutôt que démolir. C'est ce qui a sauvé bon nombre d'écoles héritées de la politique menée fin 19e siècle par Jules Ferry. Tous les patrimoines étaient concernés. Religieux bien sûr, mais également sportifs, scolaires, militaires, sans oublier le patrimoine non bâti, les espaces publics, les parcs, les jardins. Dès 1997, un programme patrimonial bordelais est signé avec l'État. Il permet de lancer la première campagne de ravalement, qui sera suivie par 3 autres, de démarrer un vaste programme de mise en valeur des petites places, de repenser le mobilier urbain, et après élaboration d'un schéma directeur d'aménagement lumière, de mettre en œuvre les premières mises en lumière. Dès 2001, le tram et les quais, joints à un plan de circulation protégeant le centre de la circulation de transit, ont permis d'envisager un grand projet de réhabilitation du centre historique dans toutes ses composantes. Logement bien sûr, car près de 20% d'entre eux étaient alors vacants, mais également équipements de proximité, éclairage et espaces publics. Pour mettre en œuvre ce projet, une structure ad hoc est mise en place. C'est InCité, une société d'économie mixte. Cela veut dire qu'elle regroupe des fonds issus du secteur public et du secteur privé. Ses actionnaires principaux sont la ville de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, aujourd'hui Bordeaux Métropole, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne et la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Le conseil d'administration d'InCité est présidé par l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat et des déplacements. L'équipe technique d'InCité regroupe des urbanistes et des architectes. Définie par une convention publique d'aménagement, signée par la ville, l'État et les collectivités territoriales, ses objectifs sont clairs. Aider à la mise aux normes de confort les logements existants, accompagner la restructuration des immeubles pour créer des logements plus grands et des logements sociaux en les préemptant si besoin. Remettre en usage les locaux commerciaux vacants en pied d'immeuble et favoriser le commerce de proximité. Sur un objectif de 2400 logements, déjà 2000 ont été réhabilités. En 2011, la politique nationale en faveur des quartiers anciens est renforcée avec une possibilité pour les centres historiques de recevoir des financements de l'État sur la base d'un projet. C'est le PNR-CAD, Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, auquel Bordeaux est retenu avec le projet Recentre. La mise en valeur du patrimoine bordelais est donc bien dans un premier temps liée au premier projet urbain.
Elle n'a été rendue possible qu'en raison du changement des usages en matière de déplacement. C'est parce que 50% de l'espace public est dévolu aux piétons et aux deux roues grâce au plan de déplacement urbain que la ville ancienne et son patrimoine sont rendus aux habitants, aux chalands et aux touristes. Toutes ces transformations ont permis que la ville, l'État et la métropole lancent en 2013 la révision du secteur sauvegardé pour laquelle la Direction générale de l'aménagement a la charge de la réalisation des fiches à l'immeuble. C'est une première nationale que l'État accepte de coprésider avec une collectivité territoriale, le dernier document d'urbanisme non décentralisé. Mais le patrimoine bordelais ne se résume pas à son centre historique. Bordeaux a la particularité d'être une ville de pierre et son architecture vernaculaire, couramment assimilée aux échoppes, est remarquable. Dès 2004, la ville ouvre un chantier unique en France en décidant de lancer un inventaire de l'ensemble du patrimoine de pierre sur 42 000 parcelles. Une équipe dédiée, composée d'architectes et des techniciens du patrimoine, est alors formée. Son travail permet à Bordeaux d'être la seule ville de France à disposer au plan local d'urbanisme d'un règlement à la parcelle pour la majeure partie du territoire communal. Ce travail, engagé en 2004, s'achèvera en 2018. En 2007, l'inscription de Bordeaux sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité marquera la reconnaissance du travail mené depuis 1996. Il s'agit alors du plus grand des périmètres urbains inscrits dans le monde. S'il couvre la plus grande partie de Bordeaux rive gauche jusqu'au boulevard, il inscrit également la Garonne et sa berge rive droite. Le nouveau pont Chabandelmas, dans le nord de la ville, bien que présenté dans le dossier de candidature au patrimoine mondial, a suscité un très vaste débat au sein même des instances de l'UNESCO, et ce débat fut très fructueux dans ses conclusions. Du côté de la ville, la querelle avec l'UNESCO a permis de comprendre la nécessité d'une méthode en interne pour mieux juger de nos projets par rapport à ce que l'UNESCO nomme la valeur universelle et exceptionnelle. Ce sera la création du comité local UNESCO Bordeaux, instance indépendante réunissant des personnalités de la société civile qui voient en amont tous les projets importants de Bordeaux. Ces avis font l'objet de comptes rendus qui sont transmis à notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, puis au comité du patrimoine mondial. Du côté de l'UNESCO et de son instance d'expertise, l'ICOMOS, le débat a permis de comprendre qu'il n'était pas possible de bloquer la croissance d'une ville pour des raisons patrimoniales ordinaires. D'où la recommandation votée par l'UNESCO en 2011 sur les paysages urbains historiques. Le pont Chabandelmas s'inscrit bien dans cette recommandation. Il ne doit pas être considéré en tant qu'objet, mais en tant qu'élément liant deux nouveaux quartiers tous deux respectueux de l'histoire et de la géographie, en rive gauche les bassins à flot et en rive droite Brazza, et fixant une échelle à la construction de ces nouveaux territoires. La préparation du dossier de candidature à l'UNESCO, dès 2004, puis les débats avec celle-ci, ont amené naturellement à se reposer la question de la définition du patrimoine. Sans qu'il s'agisse d'une grande enquête officielle, la ville a organisé des débats affectant des formes très variées. Elle a lancé des études anthropologiques avec les habitants du centre historique, qui ont permis de cartographier les représentations mentales des paysages et des quartiers. Ce travail a alimenté les équipes d'urbanistes du PNRCAD. Tous les 2 ans, l'équipe d'architectes chargée du patrimoine organise des appels à idées ouverts aux étudiants en architecture et aux architectes. Ces appels à idées ont porté jusqu'à présent sur les échoppes, les cœurs d'îlots, le grand paysage, les chais, les toits et en 2017 l'eau avec l'appel à idées habité sur pilotis. En 2012, Agora, biennale d'architecture, d'urbanisme et de design, a spécialement abordé le patrimoine avec Marc Barani sous le titre « Patrimoine, héritage, hérésie ». Marc Barani est venu approfondir nos définitions du patrimoine. S'il a montré magistralement qu'il y avait une multitude de définitions du patrimoine dans le monde, il a également montré qu'en Occident, ce qui demeure des villes après des destructions massives n'est ni le bâtiment ni la parcelle, mais les tracés urbains. Parallèlement, des études d'archéogéographie, menées sur l'ensemble des quartiers de Bordeaux, nous ont montré que les grands tracés de la métropole se superposent avec le réseau hydrographique. L'histoire de Bordeaux se superpose donc à sa géographie. Les rues de la plaine rive droite, par exemple, perpendiculaires à la Garonne, ne sont pas les anciennes voies industrielles de la Bastide, mais d'anciens canaux qui desservaient des maisons de plaisance situées approximativement sur l'ancienne voie ferrée menant à la gare d'Orléans. Ce constat nous a conduit à reconsidérer la définition du patrimoine bordelais. Le patrimoine premier est le fleuve, son réseau hydrographique et les grands tracés qui le recouvrent. L'aménagement des quais,
La création rive droite du parc aux Angéliques, la réalisation de 2 ponts nouveaux conduisent donc à dessiner une nouvelle image de Bordeaux, dont le centre cesse d'être la place Péberlan autour de la cathédrale, où le triangle, formé par les grandes avenues du commerce de luxe, pour affecter la forme d'un grand espace vide de 300 hectares, allant de pont à pont, est composé de 200 hectares de Garonne et de 100 hectares de berges aménagées. Agrandi, restauré, aménagé, le centre de Bordeaux devient ainsi le centre de l'agglomération. La création des nouveaux quartiers que sont les bassins à flot, Brazza, Niel ou Garonne-Eiffel, ne s'entend donc plus comme des tentatives difficiles pour rivaliser avec la façade des quais de la rive gauche, mais bien comme des quartiers devant s'intégrer dans des paysages urbains historiques, dont la Garonne est le patrimoine princeps. Ce changement de perspective est cardinal pour l'avenir de Bordeaux. Notre époque a tendance à tout patrimonialiser. Or, il n'est pas possible de tout conserver. Aucune époque d'ailleurs ne l'a jamais fait. Pour le grand patrimoine, la définition d'Alexandre Mélicinos est opératoire. Le patrimoine est ce qui est rare, signifiant et non reproductible. Mais Marc Barani a montré également lors d'Agora 2012 qu'il n'y avait pas de patrimoine sans histoire partagée et qu'il ne saurait y avoir de patrimoine sans projet pour le faire vivre. Ce serait une erreur de croire que le patrimoine, tel qu'il est répertorié aujourd'hui, correspond à une liste intangible, et ce serait une erreur également de penser que seule l'administration ou les experts ont la capacité à définir le caractère signifiant ou non d'un bâtiment ou d'un ensemble urbain. Chaque fois qu'une quelconque ambivalence d'un point de vue patrimonial est posée, la ville organise des ateliers en 3 séquences. Une séquence regroupant des experts, une séquence avec les habitants, une séquence avec les étudiants de l'école d'architecture. Ces ateliers ont permis de préserver et de faire émerger de nouveaux patrimoines. L'atelier au sujet de l'ancienne caserne Niel a permis de revenir sur la décision de la démolir, comme les habitants la souhaitaient. Ils sont aujourd'hui le siège de Darwin, un des lieux les plus dynamiques et créatifs de Bordeaux. Grâce à l'atelier santé navale, la reconversion du site de l'ancienne école des médecins de la marine a ouvert une traversée piétonne pour relier les quartiers résidentiels des échoppes au fleuve, suite aux propositions unanimes des urbanistes, architectes et habitants. Le nouvel axe permettra de révéler l'intérêt et de rendre accessibles les rares vestiges des remparts de la dernière fortification de Bordeaux, sur lesquels la ville a réaménagé le jardin des remparts. L'atelier autour du devenir de l'ancienne institution des sourds et muettes a permis de protéger au titre des monuments historiques non seulement l'enveloppe du bâtiment, mais ses cours et son système de distribution pour y installer des logements, un hôtel et une école. À Mériadec, l'atelier en présence des représentants de l'UNESCO a permis de reconnaître la grande qualité urbaine de l'esplanade, de montrer que le projet de cité municipale allait améliorer la transition avec la ville ancienne, et de classer au titre des monuments historiques un bâtiment du XXe siècle, le siège de la Caisse d'épargne. Dans le quartier d'habitat social du Grand Parc, l'atelier a conclu que le seul usage possible pour le bâtiment de la salle des fêtes, fermé depuis 20 ans, était son usage premier, que sa structure rendait la polyvalence possible et qu'elle pouvait redevenir un équipement à l'échelle de l'agglomération. L'atelier de la Halle Soferti, ancienne usine d'engrais chimiques à Brazza, a conduit à sa conservation et les habitants du quartier La Bastide ont émis de nombreux vœux pour sa reconversion. Enfin, l'appel à projet pour le stade de football Chaban-Delmas et son parc sportif des années 30 et l'atelier d'experts qui l'a accompagné ont permis de déterminer les éléments patrimoniaux à conserver en l'absence de classement au titre des monuments historiques. Qu'il s'agisse de la restauration par un artiste et pour les artistes des anciens entrepôts de la marine au Vivre de l'Art, ou les magasins généraux à Niel, de la caserne des pompiers de la Benauge, icône bordelaise du mouvement moderne, ou des hangars de briques à l'entrée des bassins à flot, on voit se dessiner dans chacun des nouveaux quartiers de Bordeaux des éléments patrimoniaux dont la valeur n'est peut-être pas exceptionnelle, mais qui pour les habitants ont une signification forte et dont les urbanistes doivent tenir compte dans leurs projets. On échappe ainsi au schéma traditionnel des villes historiques qui grandissent. D'un côté la ville patrimoniale, et de l'autre la ville générique, hors contexte. En disant que le patrimoine commun est la Garonne et le grand paysage, que le site fait le projet et que le projet fait la règle, Bordeaux renvoie dos à dos les fanatiques du patrimoine et les fanatiques de la modernité. Elle tient compte de l'histoire, mais aussi des histoires des habitants et de l'image mentale qui est celle des Bordelais. L'entretien du patrimoine est coûteux. Mais si ce dernier est ce qui est rare, signifiant et non reproductible, il mérite les soins qu'on lui prodigue.
Le patrimoine du XXe siècle fait encore débat, et notamment celui de sa deuxième moitié. C'est au comité local UNESCO Bordeaux à éclairer les services de la ville en la matière. Aux architectes actuels ensuite à construire ce qui sera le patrimoine de demain. La mise en valeur du patrimoine bordelais et l'inscription de Bordeaux sur la liste du patrimoine de l'humanité sont de puissants vecteurs économiques. 6 millions de touristes visitent la ville chaque année. Si Bordeaux a développé un projet urbain dont le patrimoine au sens classique du terme était au centre, un autre projet urbain se dessine. Il est métropolitain et il doit avoir en son centre le patrimoine tel qu'il est défini aujourd'hui, à savoir la Garonne, son réseau de tracés hydrographiques, dont les Jalles et le grand paysage. Alors seront pour la première fois réunies les composantes historiques et géographiques qui feront la métropole de demain.